Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai l'honneur de retrouver Jean-Loup. Salut Jean-Loup. Salut Geoffrey. C'est un plaisir de l'avoir avec moi parce que, Jean-Loup c'est une de mes plus grandes inspirations pour le voyage et je pense que si vous connaissez sa chaîne, il y a de fortes chances que vous ayez vu quelques similarités parce qu'on aborde un petit peu les mêmes thématiques même si j'ai voulu faire un petit peu à ma sauce. Et du coup aujourd'hui on va parler voyage mais pas seulement, j'ai envie de parler d'un peu plus que du voyage, un peu plus d'état d'esprit de business en ligne. Donc, est-ce que Jean-Loup, tu peux te présenter d'où tu pars, Ouais. par quoi tu as commencé, enfin les débuts de ta chaîne, Ouais. et ensuite on verra. Ok. T'as une heure devant toi ou pas? Parce que ça va être long, tu vois. Ouais, si ça va. Non, vas-y. Alors moi, il y a 3 ans de ça, j'étais serveur. Je vais pas revenir avant ça Ouais, parce que c'était bien sûr. trop long, quoi. Ouais. Il y a 3 ans de ça, j'étais serveur. Donc là, j'ai 28 ans aujourd'hui, j'en avais 25. J'étais serveur jusqu'à mes 25 ans. Mais quand je dis serveur, c'est que j'étais vraiment... c'était mon métier, c'était pas juste un métier d'à côté, un job étudiant ou quoi que ce soit. C'était vraiment mon job à temps plein. Et j'ai un peu pété un câble de ce métier et du mode de vie qu'il y avait autour, de la vie que j'avais à l'époque. Et je me suis dit qu'il fallait que je change radicalement. Et je me suis servi à l'époque d'un grand voyage pour changer de vie complètement. C'est-à-dire que je suis parti aux Philippines. C'était en janvier, donc ça fait 3 ans quasiment jour pour jour. D'ailleurs ouais, c'est même un peu plus de 3 ans maintenant. Et je suis parti aux Philippines et j'ai commencé à documenter mon voyage, qui était en fait plus qu'un voyage, c'était vraiment une quête de sens dans ma vie, une quête de ce que je voulais faire, une quête de qui j'étais, etc. Un voyage initiatique en fait, comme toi t'en parles Ouais, sur bien ta sûr. chaîne, et puis comme toi tu fais Typiquement aussi. le nom de ma chaîne. Exactement, voilà. Et j'ai fait ce voyage initiatique pendant 8 mois, j'ai documenté ça sur YouTube, ça a commencé à pas mal marcher, j'ai commencé à développer une audience autour de ça. Et j'ai commencé à donner des conseils de voyage. J'ai commencé à vendre des formations sur le voyage également pour aider les gens à partir en voyage à leur tour, pour les aider à préparer leur voyage et puis pour faire aussi un voyage initiatique comme moi je l'avais fait. Et je me suis rendu compte que, encore plus que les conseils de voyage, les gens aimaient m'écouter, aimaient mes contenus pour les conseils que je donnais sur le développement personnel. Et aimaient suivre mon évolution personnelle parce qu'ils se retrouvaient, ils s'identifiaient à moi et ça leur permettait les changements que je faisais dans ma vie, ça leur permettait aussi, pourquoi pas, de les faire dans la leur. Et donc j'ai commencé à me tourner vers ça, vers le développement personnel. J'ai commencé à faire du coaching, de la formation en développement personnel pour trouver sa voie, pour gagner confiance en soi, etc. Tous les problèmes que moi je résolvais dans ma vie, j'aidais les gens à les résoudre au travers de ma chaîne. Et petit à petit, là, sur ces derniers mois, j'ai commencé à me réorienter vers le business en ligne et à faire du coaching business, parce que maintenant ça fait 3 ans que je fais ça, 2 ans que j'en vis, j'ai une vraie expertise sur le sujet et ça me fascine en fait le business en ligne. Et j'ai envie de l'enseigner parce que finalement c'est ce qui m'a aussi le plus changé la vie. En soi, le voyage m'a changé la vie énormément, mais sans le business en ligne, j'aurais dû retourner travailler, j'aurais dû retourner devenir serveur comme je l'étais avant, et j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc comme ça m'a changé la vie, j'ai envie de l'enseigner à mon tour aujourd'hui. Ok. J'ai fait le plus Ouais, non, concis mais possible. c'était concis, je pense. Ok, ça va. Du coup, pour toi, le voyage, c'était vraiment la première étape de cette évolution, on va dire, Ouais. de cette nouvelle vie. Ouais. Donc, tu l'as vraiment vu comme un outil. Ouais, complètement, ouais. Comme un outil dans le sens où ça m'a permis de couper les ponts avec un environnement qui était vraiment néfaste pour moi dans ma ville d'origine. J'habitais à Lille et j'aime mes amis de tout mon cœur, mais ce sont des gens qui, professionnellement parlant, du moins, me tirent pas forcément vers le haut. Et dans cet environnement-là, à Lille, j'aurais jamais pu, je pense, faire cette transition que j'ai faite dans ma vie. Donc c'est la première chose pour laquelle le voyage m'a servi d'outil. Puis la deuxième chose, c'est que quand tu arrives dans un environnement où il n'y a rien que tu connaisses, où personne te connaît, tu peux te créer de toutes pièces en fait. Et tu peux te réinventer en fait à ce moment-là. Tu vois, tu peux vraiment repartir de zéro. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'était un nouveau départ dans ma vie et le voyage, c'est un outil pour prendre un nouveau départ. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose où je te rejoins complètement, et je pense que c'est une des choses qui est qui apporte le plus quand tu pars en voyage. C'est vraiment quand tu as ce besoin de couper les ponts en fait, avec ton ancienne vie, de changer d'environnement. Parce que comme tu le dis, moi c'était un peu pareil dans le sens où j'avais des ambitions, j'avais des projets, mais je savais très bien que si je restais dans mon environnement de base, c'est-à-dire à Paris, avec mes potes, etc., où t'es tout le temps titillé pour sortir, pour faire la fête, et justement t'as toujours... Le truc c'est qu'on se rend souvent pas vraiment compte que même si c'est ton cercle le plus proche, souvent c'est pas forcément une influence positive, surtout quand tu commences à shifter, à changer d'état d'esprit. Ouais.
Et ça, le voyage solo, notamment le voyage solo, parce que pareil, si tu voyages avec quelqu'un d'autre, tu te reposes tout le temps sur quelqu'un, et en fait, t'as toujours ta zone de confort de poche, entre guillemets, que t'emmènes avec toi un peu partout, même si tu voyages et que t'es dans l'inconnu. Et ça, c'est vraiment ultra puissant, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, n'importe quelle personne devrait au moins une fois faire un de ce type de voyage. Ouais, je pense aussi, se retrouver un peu seul avec soi-même, et... Il y a aussi ne pas te sentir jugé, tu sais, quelque part. Parce que c'est clair. Tu es tout seul avec toi-même, il n'y a personne pour regarder ce que tu fais. Quelque part, je pense que ça t'influence toujours un petit peu quand t'es entouré. Enfin, c'est normal, tu vois, tu fais les choses, mais inconsciemment, il y a toujours une partie de toi qui se dit, ok, mais peut-être qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça, etc. Et du coup, ça influence toujours tes choix, tes actions. Alors que quand tu es tout seul, voilà, tu fais vraiment ce qui résonne en toi. Je pense. C'est clair parce que en fait, et souvent en fait, t'en as parlé sur ta chaîne, j'en parle aussi de temps en temps. C'est cette espèce de masque social qu'on a. C'est que même si toi, à un instant de ta vie, tu vas te comporter comme ça, si à l'instant T+1, t'as envie de changer, mais que tu restes dans le même environnement, tu vas toujours avoir des choses qui te rattachent à ton passé, qui vont venir te taper sur les doigts, ou que ce soit tes potes, mais même des trucs tout cons. C'est que moi, par exemple, je vais prendre un exemple rapidement, c'est que par exemple, j'ai toujours, toi aussi tu l'étais, t'étais un gros fêtard. Je l'étais. Et moi je l'étais également. J'aime toujours faire la fête. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est différent dans le sens où t'as toujours, quand t'as envie de changer, quand t'as eu besoin de faire ton changement de partir en solo, sur le moment, t'avais plus, ce besoin de faire la fête, tu l'avais plus parce que t'avais envie d'autre chose, t'avais envie de créer une nouvelle vie. Ah ouais, bien sûr, j'ai d'autres objectifs complètement. C'est ça. C'est ça. Et du coup, avoir le même environnement et de pas couper ces liens-là, ça va toujours te le rappeler, dans le sens où, par exemple, si toi, tu dis, si tu restes dans le même environnement et que tu dis, en fait, ce week-end, je vais pas sortir, je vais taffer sur mon projet, tu vas avoir, je sais pas, ton meilleur pote ou 2 ou 3 autres potes qui vont te dire, viens, allez, on va boire un coup. Et forcément, même si tu as énormément de volonté, c'est quand même très très dur. Ou alors on va te faire des petites réflexions du type ah mais tiens, tu viens plus boire un coup avec nous, tu vois. Vraiment des trucs tout cons, mais qui te mettent énormément de pression socialement. Parce que les gens te connaissent comme t'étais ton toi d'avant, et toi t'as envie de devenir un nouveau toi, mais eux ils sont accrochés au toi d'avant, quoi, finalement. Puis c'est les gens, tu sais, c'est aussi les lieux, enfin tu vois, j'ai vraiment des ancrages, genre quand je suis à Lille, le simple fait d'être à Lille, d'être dans la ville de Lille, ça me ramène à mon ancien moi que j'étais avant quand j'étais à Lille, tu vois. Le simple fait d'aller dans l'appart d'un de mes potes, j'ai les souvenirs de ce que je vivais, de qui j'étais à ce moment-là, et ça me ramène à ça, tu vois. Moi j'ai encore un petit peu, alors maintenant avec le temps ça va, tu vois, quand je reviens à Lille, j'ai appris à gérer le truc, mais les premières fois que je revenais à Lille, c'était chaud, tu vois, genre je tombais limite en déprime, mais je retombais vite dans mes travers, j'avais du mal à travailler, tu vois, et j'ai toujours un peu de mal à travailler quand je suis à Lille d'ailleurs. Mais pour ça, tu vois, pour ces vieux ancrages qui reviennent, c'est un genre de combat intérieur quand je suis là-bas, c'est assez compliqué. Ouais, c'est sûr. Pour reprendre ton exemple, c'est pareil. Quand tu pars, quand tu arrives dans un nouvel environnement, tu arrives dedans, dans une optique, tu t'attaches, en fait, tu relis mentalement cette image à ton mental, et du coup, même si tu as fait du chemin personnellement, quand tu reviens dans cet ancien ancrage, c'est très compliqué de garder la bonne routine. Même si... L'inverse c'est vrai, parce que regarde Bangkok, moi c'est une ville où j'ai toujours été très productif. Et à chaque fois que je remets le pied à Bangkok, je suis dans une nouvelle dynamique. Enfin, je sais que quand je suis à Bangkok, je suis chaud, tu vois. Et c'est vrai à chaque fois. Et à chaque fois quand je suis à Bangkok, je suis productif. Et comme je suis productif, il m'arrive des trucs, des opportunités, des rencontres, etc. Mais c'est un tout, tu vois. Donc ça peut être dans les deux sens. Tu peux te créer des ancrages positifs comme ça, tu vois. Après, Bangkok, ce qui est génial, c'est que t'as énormément d'entrepreneurs, donc c'est super. C'est pour ça que c'est une bonne base. Ouais. Puis on est bien pour bosser ici, tu vois, c'est luxe. On est bien. Après, moi, je t'avoue que la chaleur, chacun son truc. J'ai du mal sur le long terme. Mais... La chaleur, Après, moi, j'avoue que je suis souvent en intérieur. Je sais pas, tu vois, mais c'est vraiment t'as pas à te prendre la tête pour manger, c'est facile, t'as pas à prendre la tête pour te déplacer, c'est facile. La vie est tellement facile que tu peux te focus à 100% sur le boulot ici, je trouve. C'est ça qui fait... Moi j'adore cette ville, hein. Je crois que je vais me poser ici, mais vraiment, tu vois, à long terme, quoi. Tu dis ça pour beaucoup de villes. Ouais, mais celle-là c'est vrai, tu vois. Celle-là c'est vrai. Ok. Et du coup, je voulais aussi parler un petit peu d'état d'esprit. Ouais. Parce que, du coup,
c'est toujours compliqué quand on voit la masse des entrepreneurs. Je trouve que tu as toujours un peu deux types d'entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs qui partent de rien et qui n'avaient pas d'autre choix que de réussir pour réussir. Ouais. Et tu as les autres où qui ont peut-être été plus avantagés, qui avaient plus de chances au départ. Ouais. Et du coup, tu as souvent deux visions qui se confrontent. Et d'ailleurs, on en a parlé, il me semble, à l'événement que tu as organisé d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le business en ligne, Jean-Loup organise un nouvel événement à Paris. Le 11 avril. Le 11 avril. Donc si vous êtes intéressé par le business en ligne, que vous souhaitez lancer, vous avez un projet de business, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien dans la description. C'est pas à Lille par contre, c'est à Paris. À Paris, ouais. Oui, à Paris, Ouais. Ok. Mais voilà, c'est moins loin que Bangkok, donc je pense que ça peut intéresser plus de personnes. Du coup, je disais, je me suis perdu. Non, je te disais. Je t'ai perdu aussi. Ah merde, avant l'événement, je disais quoi Du coup, oui, qu'on parlait mindset, état d'esprit, deux états d'esprit. Oui, voilà, Vas-y. deux états d'esprit. Tu veux qu'on reprenne en mode, tu vas faire une coupure de toute façon, j'imagine. Ouais, bah je pense qu'il faut. Ok. Du coup, on reprend. Attends, je dis. Ok, ouais, alors. Du coup, deux états d'esprit, on va revenir au mindset que je parlais juste avant. Toi, t'es plutôt du coup dans l'école où t'avais vraiment pas le choix. J'ai pas le choix. Et on se pose souvent la question de est-ce qu'on doit s'imposer, tu vois, est-ce que mentalement tu dois t'imposer de ne pas te laisser le choix pour tout donner et réussir, ou garder une petite sécurité. Alors évidemment, il faut avoir une balance, je suppose, mais toi, quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que le fait de ne pas t'avoir laissé le choix, c'est un facteur déterminant qui a fait que tu aies réussi ou pas pour toi ? C'est un facteur déterminant, ouais, certainement. Enfin, moi, je suis clairement de cette école-là, en fait. Donc, c'était un facteur hyper déterminant. Mais le fait de ne pas avoir le choix, en fait, c'était pas juste matériellement, c'est-à-dire c'était revenir à ton métier de serveur, entre guillemets. Ouais, mais en fait, dans ma tête, tu vois, c'était même pas... J'ai même jamais envisagé cette possibilité, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas que le fait que, oui, effectivement, j'avais pas le choix parce que financièrement, il fallait que je gagne ma vie, etc. Et j'avais pas le choix sous cet angle-là. Mais d'un autre côté, j'avais pas le choix parce que dans ma tête, c'était tellement clair que c'était ça qu'il fallait que je fasse, pas autre chose, que à aucun moment je me suis dit j'ai une autre possibilité que de réussir en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens et qu'il y a beaucoup de gens qui finalement... Enfin en fait, ça manque oui et non, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finalement essayent, mais c'est pas vraiment le truc qu'il faut pour eux au point où moi ça l'était. Moi c'est vraiment mon truc, tu vois, c'est vraiment le truc que je veux plus que tout, tu vois. Réussir là-dedans et je réussirai là-dedans et c'est parce que c'est ce que je veux et c'est parfaitement, pour moi c'est parfait, tu vois, c'est exactement mon truc. J'ai toujours rêvé d'écrire, je peux écrire tous les jours aujourd'hui, j'ai toujours rêvé de voyager, je peux voyager, bref, c'est mon truc sous tous les aspects en fait. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent parce qu'ils voient les beaux côtés du truc. Ouais, c'est clair. Mais ça résonne pas suffisamment profondément en eux pour qu'ils se laissent pas le choix comme moi je me suis pas laissé le choix, tu comprends ? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je te rejoins un petit peu dans ce cas-là, c'est que déjà avant de parler de ça, toi, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans le sens où ce que tu fais, t'aimes ce que tu fais et après le lifestyle en découle, ou est-ce que tu le fais parce que tu aimes avoir ce lifestyle ? Alors, au début, je l'ai fait pour le lifestyle. Et maintenant, je me suis vraiment pris de passion pour le process quotidien de l'activité en soi, tu vois. Pour l'écriture, pour le coaching, pour tout ça. Mais au début, je t'avoue que c'était purement pour avoir le lifestyle que je voulais, en fait, tu vois. Moi, je voulais être libre, je voulais plus de patron, je voulais pouvoir voyager. Et je l'ai fait vraiment pour ça, à la base, tu vois. Et puis, et ça aurait tout à fait été possible que je me retrouve pas du tout dans ce métier. Il y en a plein, tu vois, qui kiffent pas faire des vidéos, écrire, machin. Et il se trouve que pour moi, ça a super bien collé. J'ai adoré, en fait. Mais je l'ai fait pour le lifestyle au début. Maintenant, ouais, je le fais parce que c'est devenu... Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Si je fais rien pendant une journée, je me sens pas bien, tu vois. Sûr. Et puis parce que je kiffe, Donc tu te sens pas bloqué dans un sens, on va dire, dans ce choix. Non, je pense qu'il faut pas de toute façon se retrouver enfermé dans ses choix. Le jour où je serai plus bien là-dedans, je ferai autre chose. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça, je me connais, tu vois,
je suis pas quelqu'un qui va suivre une ligne droite toute sa vie. Je sais que ça me plaît aujourd'hui. Peut-être que je ferai autre chose demain, j'en sais rien, tu vois, mais tant que je prends du plaisir, je continue à le faire. Ok, ouais, donc en gros, t'es assez spontané en fait dans ce que tu fais, t'as pas... C'est pas que t'as pas vraiment de vision long terme, mais c'est-à-dire que... J'ai pas de vision long terme. Ouais, ok. Pas professionnellement parlant, Okay. J'ai une vision long terme dans le sens où j'ai un idéal de vie. Okay. Je sais ce que je veux et ce que je veux pas à 50, à 60 ans, mais pas professionnellement. En fait, je pense, moi j'ai le point où je veux arriver, mais les routes pour y arriver, je les connais pas encore. Tu as ton idéal de vie et tu fais les choix en fonction de ça après. Ouais, peu importe la route en fait. Peu importe la route. Moi je suis quelqu'un d'assez touche à tout. Aujourd'hui je fais ça, demain je te dis je peux faire autre chose. Tant que je prends du plaisir, tant que je suis cohérent avec mes valeurs, etc. Moi, tu vois, ça va. Tu vois, je suis pas. Je sais qu'il y a des gens, ils ont une vocation, ils naissent, ils veulent être boulangers, ils sont boulangers toute leur vie, tu vois. Moi, c'est impressionnant. Tu vois. Ouais, ça, c'est... t'as même des fois un petit peu envie de les envier, ces gens-là, parce que... Avant, je les enviais. Ouais. Parce que... Avant, je les enviais parce que t'as tendance à penser que leur vie, elle est plus facile que la tienne. Mais maintenant, je les envie. Enfin, tant mieux pour eux, en fait, si ils sont heureux. Mais moi, je trouve que ma vie, elle est beaucoup plus excitante. Et j'aime bien les choses excitantes. Je suis complètement d'accord avec toi et justement ça me fait penser à un truc. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur ça. C'est est-ce que tu penses que des personnes est-ce que tu penses qu'on peut généraliser dans le sens où chaque personne ou alors comment formuler la question, est-ce que tu penses que les personnes par exemple qui ont toujours eu une vocation et qu'ils ont eu en fait dès le plus jeune âge, par exemple boulanger ou peu importe le métier, et qui se plaisent dedans, est-ce que tu penses que ils puissent être forcément heureux sur le long terme, ou alors c'est qu'ils sont restés dans une espèce de zone de confort et qu'ils n'ont pas voulu en sortir, et que finalement toute personne devrait vivre une vie un peu plus excitante entre guillemets. En fait, je pense je pense vraiment que c'est une question de profil. Je pense pas qu'on puisse généraliser parce que tu sais la différence entre un boulanger de 60 ans qui se réveille encore à 4h tous les matins en sifflant et en kiffant sa vie et en étant heureux, et le boulanger de 60 ans aigri, tu vois. C'est juste une différence de profil à la base, je pense, tu vois. Et puis c'est une différence c'est con à dire, mais d'alignement d'étoiles, tu vois. Et je trouve que le boulanger qui se réveille à 60 ans en sifflant et qui est toujours trop content de faire son truc, à un moment donné dans sa vie, les étoiles, elles ont été alignées dans le sens où à un moment donné dans sa vie, il a pris la bonne décision, et une décision qui s'avère être la bonne jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Et l'autre, il a peut-être pris la mauvaise décision à ce moment-là, tu vois. Mais je pense pas qu'on puisse dire, que quiconque doivent faire quelque chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ils doivent. Moi, j'ai pas la prétention de savoir comment vivre sa vie. Bien sûr, évidemment. Mais parce que j'ai aussi des fois un peu l'impression que c'est aussi une prise de conscience des fois, parce que des fois j'ai l'impression que des personnes sont heureuses comme ça, mais parce qu'elles n'ont pas conscience qu'il y ait une autre vie possible. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai un peu vécu ça, et quand t'as pas conscience en fait des alternatives, tu connais que ce que tu vois, ce que tu connais, ce que tu as entendu parler, et tu as tendance à te focaliser sur ça. Bien sûr, c'est ce que moi j'ai vécu, ce que plein de gens vivent, tu vois. C'est ce que plein de gens vivent avant de découvrir cette alternative du web. Après, des alternatives, il y en a plein d'autres. Oui, bien sûr, il n'y a pas que le web. Il n'y a pas que le web. Mais l'entrepreneuriat de manière générale, de toute façon, est une voie pour... Après, les gens savent que cette voie existe, mais ils savent pas ils ont encore la vision archaïque de l'entrepreneuriat, du coup ils se disent que c'est pas pour eux, qu'ils ont besoin d'argent pour se lancer, que c'est difficile, etc. Enfin c'est difficile, mais que tu vois ce que je veux dire, que c'est inaccessible. Et du coup ils considèrent même pas ça comme une option en fait. Et effectivement il y a une prise de conscience le jour où ils se rendent compte que en fait putain je peux créer une boîte sans argent, en fait je peux créer une boîte sans compétences, j'ai pas besoin de diplôme pour faire ça, etc. Et là à partir de ce moment-là, le truc c'est que c'est dur de revenir en arrière après, tu vois. Une fois que tu as découvert... C'est clair, c'est une fois que tu as la prise de conscience, que tu commences à un peu te connaître, parce que aussi je trouve que ça part vachement de se connaître soi en fait, parce que souvent les personnes, c'est souvent qui sont malheureuses en fait,
elles ont tendance à ne pas se connaître elles-mêmes en fait, et du coup à pas faire des choix qui sont en accord avec elles. Et ce qui en découle, c'est qu'elles ont un job qu'elles n'aiment pas, etc. Et ce travail sur soi-même, on a peu d'opportunités de le faire en fait finalement, quand t'es cantonné à la voie classique, quoi. Ouais, c'est vrai, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. En même temps, oui et non, tu vois, parce que quand même dans ton quotidien, enfin après c'est une question de choix aussi, tu vois. C'est vrai que si tu te contentes de faire ton travail que t'aimes pas et de rien faire d'autre dans ta vie et de faire que ça, et si tu t'enfermes là-dedans, oui effectivement tu vas pas en apprendre beaucoup sur toi. Maintenant, si en parallèle de ça, si tu fais ton job alimentaire parce que t'as pas le choix, parce qu'il faut bien bouffer, ce que tout le monde comprend, tu vois, c'est normal, ouais, bah ok, mais à côté de ça, tu peux très bien t'ouvrir à d'autres trucs, je sais pas, lire des bouquins, regarder des trucs sur internet. La curiosité, elle te permet de découvrir de nouvelles choses, et toutes ces nouvelles choses que tu découvres et que tu testes, finalement, ça te permet d'apprendre des trucs sur toi, tu vois. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, comment je me sens quand je fais tel truc, tu vois, Après, le travail sur soi, je pense que c'est un truc, c'est jamais vraiment fini. C'est pas parce que tu fais un voyage d'un an que tu te connais parfaitement, tu vois. C'est le travail de tous les jours, d'une vie, ouais, bien sûr. Et juste par rapport à ça, c'est que en fait, quand je pense en fait à comment j'étais avant, je trouve que c'est pas forcément évident d'avoir ce déclic d'état d'esprit, parce que clairement avant, je lisais jamais, j'écoutais pas de podcast, j'avais pas cette envie d'apprendre, j'avais pas cette curiosité en fait. Ouais. Et c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu le déclic de en fait j'aime pas ce que je fais, que ce soit mes études ou n'importe quoi, et qu'en fait il y a des alternatives, et que en fait le fait d'apprendre tous les jours, c'est juste un état d'esprit à avoir, qui est propre à un entrepreneur, mais au-delà de ça, pas que pour entreprendre juste pour créer un business, etc. Je trouve que c'est vraiment un état d'esprit à adopter pour n'importe quel aspect de ta vie en fait. Ouais, pour tout le monde. Bah, après le problème, je pense que si on n'a pas cet état d'esprit, c'est parce qu'on a tendance à cantonner l'apprentissage à l'école, tu vois, à se dire qu'apprendre c'est entre les murs de l'école que ça se passe, et que c'est quelque chose de scolaire, d'académique et d'obligatoire surtout, tu vois. Et donc dès que tu n'as plus l'obligation sur la tête, tout le monde arrête d'apprendre finalement. Mais c'est dommage qu'on réduise l'apprentissage à ça, tu vois, finalement. C'est vrai que pour le coup, l'entrepreneuriat, comme c'est quelque chose où il n'y a pas de formation pour être entrepreneur, il n'y a pas d'école pour ça, il y a pas de... du coup, tu es obligé d'être autodidacte et tu es obligé de reprendre des routines d'apprentissage. C'est ça qui est intéressant, ouais. Mais il faudrait trouver un moyen que tout le monde, même les non-entrepreneurs, continuent d'apprendre tout au long de leur vie, effectivement. Après, je trouve que en fait, le fait d'apprendre tous les jours, c'est parce que tu as un espèce d'idéal ou une ambition assez grande que tout le monde n'a pas. Parce qu'en fait, finalement, quand tu fais un métier, on va dire que c'est peut-être pas forcément ce que t'aimes, mais c'est confortable. Après, tu le détestes pas, mais voilà. T'as pas forcément cette envie d'apprendre, justement, parce que t'as pas d'ambition ou d'objectif derrière. Et je trouve que c'est assez difficile d'avoir cet état d'esprit justement d'être curieux, etc. Quand t'as pas un grand... on en revient à la question de se laisser le choix, tu vois. Moi, si j'apprends tous les jours, c'est aussi parce que j'ai pas le choix, tu vois. Parce que quelque part dans enfin, je prends plaisir à ça. Clair. Mais dès le moment où tu as le choix de faire quelque chose, de toute façon, tu sais, faut pas se raconter d'histoire, l'autodiscipline, etc. Tu vois, le combat contre soi-même, on a plus tendance à le perdre qu'à le gagner, tu vois. Alors pour le gagner, il faut se mettre des contraintes, tu vois, des obligations. Bien sûr, je pense. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Je trouve que pour vraiment être... Le problème, en fait, c'est que tu peux être très très discipliné, etc. Mais il faut limite s'enfermer. Enfin, tu sais, dans un sens, il faut se couper de tout. Parce que, en fait, finalement, quand tu rentres dans un mode où tu vas être ultra productif, ultra discipliné, la moindre distraction, ça va te tenter, te titiller, que ce soit n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si tu es dans un environnement et que... on va dire que c'est chiant pour aller faire la bouffe, pour apporter à manger. Si t'as des potes qui sont dans la même ville, donc voilà, ils vont te dire allez viens boire un coup. Et je pense que c'est vraiment un équilibre à avoir. Parce qu'on parle souvent que pour réussir, il faut vraiment être une machine. Enfin, dans le sens où faut tout le temps... On vise plus le temps de travail qu'on met dans un projet plutôt que l'efficacité en fait. Et je pense que c'est vraiment... une connerie.
Ouais, ouais, non, mais concrètement, oui. Ouais. Parce que c'est un peu, c'est un peu l'image véhiculée, notamment par les entrepreneurs américains. Ouais, Et bien sûr. je pense que, en fait, on n'apprend pas à travailler efficacement plutôt. Parce que c'est, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que travailler, on va dire, de 3 heures de manière ultra productive, en mode non-stop, tu coupes ton téléphone, tu coupes tout, tu es hyper focus, Ouais. et ensuite faire autre chose de ta journée, on va dire. Le reste, c'est beaucoup mieux que de travailler, on va dire, 10 heures pour te donner bonne conscience. Oui, si c'est que pour te donner bonne conscience, c'est dommage, effectivement. Ouais. Mais dans le sens où tu vas, je sais pas, t'occuper, où tu vas faire plusieurs choses en même temps, où tu vas t'occuper, tu vas te couper dans ton focus pour t'occuper d'une autre connerie ou répondre à un message, etc. Après, comme tu dis, c'est très américain comme truc, mais et c'est fait sur le papier, ça fait beau, tu vois, et ça fait des belles, comment dire, ça fait du beau storytelling et ça fait des discours motivants, etc. De dire vous travaillez 15 heures par jour. La réalité des faits, c'est que de toute façon, humainement parlant, on ne peut pas être créatif déjà plus de 3 ou 4 heures par jour. Ouais. Donc si tu fais un travail créatif, ça sert à rien que tu le fasses 15 heures par jour, parce que tu vas juste, soit tu vas faire un burn-out au bout de 2 mois, soit tu vas de toute façon faire n'importe quoi. Enfin, ça sert à rien, tu vois. Typiquement, moi, si c'est écrire plus de 4 heures par jour, c'est pas possible. Quand j'ai une grosse page de vente à faire, par exemple, je la fais en 2 jours parce que je sais que souvent ça me prend un peu plus de 4 heures et impossible de la faire en une journée. Tu vois. Au bout d'un moment, j'ai le cerveau qui va éclater, tu vois, ça sert plus à rien. Tu vois. Donc effectivement, autant, moi je fonctionne vraiment comme ça par petits sprints où en général je travaille maximum 4 heures par jour, tu vois, moi, honnêtement. Okay. Et je travaille par petits sprints d'une heure, 1 heure et demie, tu vois, où j'essaie d'être focus à fond. Et quand c'est comme ça, j'abats beaucoup plus de travail de cette façon-là que je le faisais avant en tournant en rond pendant toute une journée. Après, je pense que maintenant tu peux te permettre de le faire comme ça, mais au début. Au début, tu dois travailler plus. Ouais. Mais au début, tu t'épuises, hein, mais c'est normal. Ouais. Oui, je confirme. Ouais, non, mais c'est normal. Effectivement, ouais, au début, non, je dis pas que tu vas travailler 2 heures par jour dès le départ. Ouais, mais le but, c'est d'optimiser le plus rapidement possible ce que tu fais. Et trouver en fait les 2 ou 3, parce qu'en général il n'y en a pas plus que ça, tu vois, les 2 ou 3 grosses actions sur lesquelles tu dois mettre ton focus dans ton activité. Et 80, ouais. Et en vrai, tu te rends compte que quand tu fais ce travail-là, tu te rends compte. Moi, je le refais régulièrement, et je pense qu'il faut le faire régulièrement dans ton business. Tu te rends compte à chaque fois que tu passes un temps fou à faire des trucs qui ne servent absolument à rien. Mais quand tu les fais, sur le coup, tu as l'impression que ça sert à quelque chose. Ouais. Quand tu prends du recul, tu te rends compte que, attends, ça me ramène pas de clients, ça me ramène pas de trafic, ça me permet pas de fidéliser, ça me permet pas de vendre, je dégage, tu vois. Ça sert à rien, ça sert absolument à rien. Et il faut faire ce travail-là souvent, quoi. Ouais, parce que souvent, en fait, quand tu as la tête dans le guidon, et ça, je pense que même si tu en es conscient, c'est difficile, c'est que t'as pas... Tu vas faire les tâches, mais en fait, tu n'as pas conscience de l'impact relatif de chacune des tâches. Ouais, exactement. Et je voulais aussi parler du lifestyle du coup nomade digital avec toi. Ouais. Parce que j'ai fait une vidéo récemment là-dessus. Ouais. Et je parle notamment de pourquoi, les choses qui me déplaisent le plus. Et toi, quel est ton avis par rapport à ça, par rapport au lifestyle? Et pour toi, du coup, j'imagine qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ouais. Quelles sont, toi, les choses, on va dire, qui te déplaisent le plus? Est-ce que toi, ça te pèse de devoir changer d'environnement à chaque fois? Alors moi, je me considère pas vraiment comme un nomade digital, dans le sens où je... tu le vois, moi, par exemple, je suis venu à Bangkok, je reste pas 2 jours, je reste 1 mois, tu vois. Ouais. Je voyage, c'est même pas du voyage, tu vois, c'est juste que je me déplace géographiquement de ville en ville, mais tu vois ce que je veux dire, je suis plus comme avant à bouger tout le temps. Après même si c'est qu'un mois par exemple, est-ce que tu te vois aujourd'hui encore faire ça sur le long terme? Pas du tout. Okay. Non, moi mon objectif à court terme, c'est de me poser. C'est déjà mon objectif depuis 1 an en fait, pour tout te dire. Le seul truc, c'est que j'avais pas encore trouvé l'endroit idéal. J'ai cru avoir trouvé l'endroit idéal quand j'étais à Budapest, je l'ai dit d'ailleurs. Ouais. J'ai cru avoir trouvé l'endroit idéal à Porto.
Après, je suis retourné à Lille, je me suis dit, vas-y, je vais m'installer à Lille. Et puis, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où je me sens mieux sur Terre qu'en Thaïlande. Et donc, je pense que je vais m'installer en Thaïlande. Est-ce que c'est encore une de mes lubies? Je ne sais pas, tu vois. Mais non, la vérité, c'est que j'ai envie de m'installer, tu vois. Mais quand je dis m'installer, c'est continuer de voyager, mais comme j'ai envie de dire. De manière ponctuelle, quoi. Ouais, peut-être voyager 2 mois ou 3 mois par an au lieu d'être toute l'année en train de vivre dans des Airbnb et de pas avoir de chez toi. C'est un mode de vie qui convient sur le long terme à pas mal de gens, mais moi, clairement, c'est pas fait pour moi. Je l'ai vécu assez longtemps et j'ai vraiment envie d'avoir mon petit cocon, mon petit chez moi. Ouais, c'est ça. Puis j'allais dire, je prends de l'âge, j'ai 28 ans, tu vois, ouais. Mais j'arrive à 30 ans, moi, dans l'idéal que j'ai dans la tête, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'être en couple, d'être posé avec une nana, d'avoir un beau chez moi, etc. Et voilà, mon idéal, c'est pas de vivre dans des Airbnb toute ma vie, quoi, tu vois. Ok. Et par rapport au visa, toi, c'est pas un truc qui te prend un petit peu la tête, dans le sens où... Bah si, de toute façon, comment dire. Après, nous, si tu voyages en Europe, c'est génial parce qu'on a le passeport européen, donc tu peux aller partout. Honnêtement, c'est une grosse chance qu'on a pour ça. Après, oui, le visa, bah ici, t'es en Thaïlande, tu peux rester 2 mois, tu peux rester 2 mois, quoi. Après, c'est les règles, quoi. T'as envisagé le Thai Elite, le visa C'est Elite, ce que je veux prendre si je m'installe ici, ouais. Okay. Ouais. C'est 5 ans, c'est un peu cher, mais après, si tu ramènes au mois, c'est pas si cher que ça, tu vois. Après, faut que tu sois sûr de... Faut être sûr. Ouais. Faut être sûr. Après, ce que font la plupart des nomades digitaux qui arrivent ici, qui veulent s'installer, ils font d'abord un visa étudiant de 9 mois. Et comme ça, après 9 mois, ils savent s'ils veulent rester plus longtemps et après, ils font un élite, tu vois. Ok. Et par rapport... comment t'as trouvé l'Europe de l'Est? Parce que je pense que c'est assez sous-coté comme destination, l'Europe de l'Est. Ouais, bah moi j'adore, hein, tu vois. Si je faisais meilleur là-bas, peut-être que je m'y serais installé. Honnêtement, après c'est le temps continental, européen, tu vois. Mais sinon, non, franchement, on vit bien. Je trouve qu'on vit mieux qu'en France. C'est moins cher aussi que la France. Les prix peuvent rejoindre un peu l'Asie, dans un sens. Ouais, clairement, ouais. Je pense même que, parce que la Thaïlande, c'est devenu cher. Enfin, Bangkok, surtout en tout Bangkok. Cas, ouais. Je pense même que tu vas à Cracovie, en Pologne, c'est moins cher qu'ici. Tu vois, Budapest, c'est pas très cher non plus. Et franchement, on vit super bien. Et non, je recommande carrément. Et en Asie, toi, la différence culturelle, par exemple, c'est pas un truc qui te dérange? Ah, j'aime bien, moi. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien leur façon de vivre. Tu vois, j'aime bien leur simplicité, j'aime bien leur... Alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais ils ont une certaine naïveté parfois. Ok. Mais je trouve que cette naïveté, qui est un petit peu moins marquée ici, qui est beaucoup plus marquée au Cambodge, je trouve. Okay. Je trouve que cette naïveté les rend d'autant plus heureux en fait, tu vois. Mais quand je dis naïveté, tu vois, on dirait que je sais pas du tout qu'ils sont pas demeurés, tu vois, mais ils ont une approche de la vie différente qui fait que moi je les trouve plus heureux, tu vois, finalement. Je parle dans l'ensemble, hein, évidemment, il y a beaucoup de gens malheureux aussi ici, hein, mais d'une manière générale, il n'y a pas photo. Puis de toute façon, par rapport à la France, souvent, que tu ailles dans n'importe quel pays, il n'y a pas photo, tu vois. C'est clair. Sans cracher sur la France. Mais c'est vrai que nous, on a un pays où voilà, on se plaint beaucoup. Tu vois, c'est ce que c'est, tu vois. Je crois que je sais pas si c'est dans notre nature en tant que Français ou si c'est, je sais pas d'où ça nous vient de nous plaindre autant, tu vois. Mais, c'est une bonne question, que je me pose souvent d'ailleurs. Ouais, ici, ils voient la vie plus positivement. Tu vois, au lieu de voir les problèmes, ils essaient de voir les solutions. Tu vois, alors qu'en France, on a plus tendance à focus sur les problèmes, je trouve. Tu vois. C'est vrai. Après, est-ce que les autres pays développés ont la même tendance? Je sais pas trop. Je pense pas. Hein. Moi, c'est vraiment un truc français, franco-français. Je vais un peu partout, Portugal c'est développé quand même, tu vois. Ouais. En Pologne, etc. J'ai pas ressenti cette même atmosphère pesante de tout. Les gens sont pas contents en fait, tu vois. Juste pas contents, tu vois. Ouais, tu vas en Suisse. Moi, c'est avec la Suisse, tu vois, ça m'avait vraiment choqué la différence. Bon, en Suisse, il faut dire qu'ils sont un peu le meilleur système politique au monde. Tout le monde est content, enfin la majorité des gens sont contents, disent du bien du gouvernement et du système, les gens sont bien payés, donc ils sont... Enfin, tu vois, donc c'est plus facile, après, tu vas me dire d'être là-bas, bien sûr. Mais
mais comment dire, c'est quand même en France, je trouve je veux dire, on n'est pas non plus à plaindre, tu vois, il y a ça, c'est des clair, pays où c'est bien pire, tu vois, rien qu'ici, c'est quand même pire enfin, tu vois, les conditions de vie, c'est quand même pire qu'en France pour beaucoup de quand gens, tu vas dans certains quartiers à Bangkok, oui. Enfin bon, après, on va pas se lancer dans des débats politiques, c'est pas le projet. Non, c'est clair. Et du coup, est-ce que sur le long terme, tu te verrais retourner en France Pas du tout. Alors ça, c'est vraiment... pour toi, dans ta tête, c'est impossible. C'est net. Même à Lille. Même à Lille. J'y ai réfléchi plusieurs fois et faut que j'arrête de me raconter des histoires. Non, je suis pas. Et en fait, comment dire, ça va peut-être choquer plein de gens. J'ai dit ça tout à l'heure la dernière. J'ai dit ça à Yann qui est suisse justement, qui est très 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 patriote. Et je lui dis la dernière fois que moi j'ai pas ce patriotisme. Genre je me sens pas attaché plus que ça à la France, je suis pas fier d'être français, machin, etc. Je sais qu'il y en a qui sont très fiers. Moi, j'ai pas ce patriotisme, genre je me sens pas plus attaché que ça à la France, on va dire, tu vois. Si j'y retourne, c'est juste parce que j'ai de la famille, les amis là-bas, sinon je n'y mettrais plus les pieds. Et voilà, je pense, je sais pas, il faut arrêter de penser que parce que t'es né dans un endroit, tu t'es attaché de manière éternelle à cet endroit, on est libre, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Franchement, il n'y a aucune raison. Je suis un peu pareil que toi dans le sens où je me sens pas vraiment plus patriote que ça. Mais je pense que ça s'est perdu pas mal en fait en France ces dernières années, peut-être, comparé à d'autres pays. Peut-être. Et je suis un peu pareil que toi. En fait, la seule chose dont je suis... Enfin, quand je suis à l'étranger et tout, je suis fier pour la bouffe, le vin, enfin, tu vois, les choses comme ça. Mais sinon, on va dire que je suis un peu détaché comme toi, dans le sens où, en fait, ne pas vivre en France, ça me pose pas de problème, en fait. Finalement, si tu me dis dans 20 ans, j'habiterai pas en France, ça mérite pas de problème. Ça t'irait bien, Ça m'irait bien. Et ouais, mais je trouve que c'est vraiment un contraste par rapport à certains pays. Par exemple, j'en parlais aussi dans une de mes vidéos, mais c'est par rapport au Mexique. Quand tu vas dans des pays du coup qui sont moins développés, en voie de développement, je sais pas si c'est le bon terme, mais des pays moins développés comme l'Asie, comme en Amérique latine. De mon expérience, notamment au Mexique, les gens, ils ont des problèmes, mais qui sont à des années-lumière de la France, tu vois, que ce soit par rapport à la violence, à la drogue, etc. Et pourtant, ils ont cette fierté d'être mexicain, par exemple. Tu vois. Alors qu'en France, ça, c'est marquant vraiment. Ouais, je sais pas d'où ça vient. Mais je sais pas non plus. Parce qu'il n'y a plus vraiment de... Je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que c'est pas aussi le fait que finalement c'est un pays, la France, qui est devenu tellement multiculturel, tu vois, il y a un tel brassage ethnique, c'est vrai, qu'il n'y a plus vraiment d'identité française en soi. Je dis peut-être, enfin moi c'est comme ça que je le perçois, tu vois, genre les Mexicains ils ont une identité mexicaine des Mexicains, les Thaïs ils ont une identité thaï, mais l'identité française finalement je pense que justement c'est devenu la multiculturalité peut-être. Alors ça c'est quelque chose que j'aime bien en France, tu vois, moi le côté multiculturel, c'est quelque chose que j'apprécie, quelque chose qu'on retrouve je pense à la Malaisie aussi par exemple, tu vois, c'est super mélangé. Ça c'est quelque chose que je trouve bien en France. C'est vraiment lié je pense à au fait que la France devient de plus en plus multiculturelle. Parce que quand tu penses pareil aux États-Unis ou en Australie, qui n'ont pas une histoire, un passé historique hyper vieux, tu vois, comme la France, c'était des colonies britanniques, et du coup c'est assez récent, tu vois, c'est quelques siècles. Et pareil en fait, tu te rends compte que pareil, les Américains, les Australiens, ils n'ont pas vraiment cette identité forte de culture qui les lie depuis des centaines d'années. Tu trouves pas que les Américains, ils ont I'm American, genre so proud to be American. Oui, hein. Mais ça en fait, je me suis rendu compte, c'est les Caucasian Americans. C'est que les Caucasian Americans. Ouais, c'est comment tu dis en français ? Les Européens qui ont colonisé les États-Unis, quoi, grosso modo, donc blancs, typés européens. Mais quand tu vois en fait que l'Amérique c'est pas que ça, parce qu'en Amérique t'as quand même énormément d'hispaniques, t'as énormément d'asiatiques, t'as des populations qui sont sous-représentées en fait, alors que en fait l'Amérique c'est un melting pot. Et l'Australie je trouve que c'est pareil, et ce qui fait que en fait ils n'ont pas une si forte identité que ça, et la France c'est ce qu'elle, je pense qu'elle est en train de devenir comme ça, dans le sens où avant on avait vraiment une identité forte, parce que l'histoire de la France c'est quand même une histoire qui a inspiré plusieurs pays d'Europe, etc. Et on est devenu très très
libéral dans un sens. On a accueilli c'est devenu de plus en pas qu'à Paris d'ailleurs, mais dans la France de manière générale, ça devient un petit peu un melting pot. Et je pense, après je sais pas si ça a forcément des aspects négatifs et positifs, mais en tout cas je pense que c'est un des aspects qui joue le plus par rapport à ça. Bon, après cette digression, je pense qu'on est parti un petit peu loin. Je pense que là, l'interview va durer un peu plus courte que d'habitude. J'ai remarqué que d'ailleurs c'est inversement proportionnel par rapport à mes interviews. Plus était longue, moins il y avait de watch time, malheureusement, sur ma chaîne. Donc on va pas digresser plus longtemps. Merci d'être resté jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que cette interview vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je mets le lien de la chaîne YouTube de Jean-Loup, si vous ne le connaissez pas encore, évidemment, en description, ainsi que le lien de son événement. Je mettrai le lien de ton événement à Paris, si ça intéresse des gens. Et je vous dis à la prochaine, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.